C'est l'heure de votre rendez-vous d'information essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à l'instant précis pour cette nouvelle session du JT Business. Voici les titres. Publication de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Souminois. Dans la mêlée, Daniel Moukoko Samba est le nouveau patron de l'économie nationale, succédant à Vital Kamerhe, désormais président de l'Assemblée nationale. Dans ce JT Business, les attentes des Louchois sont à suivre. À suivre également l'invité business. Il s'agira du professeur Didier Kilondonguya. Il est docteur en économie de développement et enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous reviendrons sur les défis qui attendent Daniel Moukoko Samba, nouveau patron de l'économie nationale. Enfin, véritable coup dur pour les échanges commerciaux entre Mbujimayi et Kananga dans le territoire de Kabea-Kamwanga. À la base, le pont Loubi reliant ces deux contrées s'est effondré au passage d'un véhicule surchargé en provenance de Kananga. La mobilité des personnes ainsi que de leurs biens est aussi handicapée. Les détails sont à suivre. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Cordial bienvenue à tous. Premier titre, stabilisation du taux d'échange et des prix des biens et services afin de pouvoir restaurer le pouvoir d'achat de la population et lutter ainsi contre la vie chère. Voilà en substance ce qu'attendent les Louchois avec l'arrivée de Daniel Moukoko Samba au ministère de l'économie nationale. Quelques-uns sont dans ce reportage de Merveille Mouhemba, Jules Kabamba. Avec son master en économie de l'université de Kinshasa et à l'université d'Oita au Japon et son doctorat en développement urbain et régional de l'université de Tsukuba au Japon, Daniel Moukoko Samba a plusieurs défis qui l'attendent. Dans les rues de Lubumbashi, plusieurs espèrent en l'expérience de ses successeurs de Vital Kamerhe à la tête du ministère de l'économie pour avoir été plusieurs fois dans les gouvernements. Quelques Louchois voudraient qu'il s'épanche avec tout le sérieux sur les questions liées au taux d'échange à stabiliser, car c'est l'instigateur majeur de l'indice des prix sur le marché des biens et services. De cette manière, le pouvoir d'achat de la population va cesser de s'amenuiser. Oui, ministre de l'économie, angali mambo ya mabei, surtout mambo ya madollar. Ashukisha ku dollar, bintu byote bishuke, ba peuple baone namoni ya kuvivre mzuri mu pays yetu. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y en a beaucoup. Alors, par exemple, nous avons parlé des taux d'échange. Et puis le prix sur le marché, le panier de la ménagère, ça monte toujours, chaque jour. Il faut que ça s'améliore. Il y a eu Kamerhe comme vice-premier ministre de l'économie. Bon, nous n'avons pas eu un changement total. Pour que l'économie aille de l'avant, il faut que les taux d'échange en dollars. Parce que bientôt ici, quand nous parlons, nous avons tout simplement les taux, ça fait 300. Maintenant, il faut que Daniel aussi change pour que ça donne un motif valable, comme c'était l'état de Matata Mpogno. Qu'il puisse stabiliser le taux d'échange. Et à ce moment-là, le pays maintenant va rester stable. Daniel Moukoko Samba est né en Banzangungu au Bas-Congo en 1959. Il est docteur en économie de l'université de Tsukuba au Japon et professeur à l'université de Kinshasa. Il a aussi été tour à tour économiste au PNUD, directeur des cabinets adjoints de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et vice-premier ministre et ministre du budget dans les gouvernements Matata Mpogno sous Joseph Kabila en 2012. Et puis l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé recommande désormais les sous-traitants aux entreprises. Cette démarche suscite des vives réactions, notamment à la GECAMINE SA ainsi qu'au sein de la société civile congolaise. Commentaire, Arcel Ouji. La Société Générale de Carrières et de Mines, GECAMINE, s'était opposée à l'action de l'autorité des régulations de sous-traitance dans le secteur privé qui a recommandé une vingtaine de sociétés sous-traitantes à l'entreprise minière Tenkefungurube Mining, dont la GECAMINE est actionnaire.
La Gécamine, société minière publique congolaise, dénonçait par ailleurs le fait qu'elle a été exclue de ce processus de recommandation alors qu'elle a un accord transactionnel avec TFM sur notamment des questions de sous-traitance. Le mécontentement de la Gécamine était contenu dans un courrier signé entre autres par le directeur général de cette entreprise et adressé au président du groupe CEMOC, géant mondial du cuivre qui détient TFM. En recommandant la vingtaine d'entreprises sous-traitantes à TFM, la Gécamine reproche à l'ARSP de s'arroger ce charge en tant qu'actionnaire à hauteur de 20%. De ce fait, elle dit ignorer le contenu des entendements convenus entre l'ARSP et TFM. Surtout, poursuit-elle, qu'elle n'a pas été associée à cette démarche, tout comme le ministère de Portefeuille. La Fédération des entreprises du Congo s'était également opposée à la démarche de recommandation de l'ARSP, qui, selon elle, ne favorise pas une concurrence loyale. Des voix se sont aussi levées dans le rang de membres de la société civile pour s'opposer à la pratique de recommandation de sous-traitants de marché en République démocratique du Congo. Pour eux, l'imposition de certaines entreprises pour le marché est une distorsion qui n'est soutenue par aucune disposition légale ou réglementaire. Et puis c'est ce qu'on appelle réponse du berger à la bergère. Dans une correspondance adressée au directeur général de la Gécamine SA, Miguel Cachal Katembe a rappelé les prérogatives légales de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, dans la promotion des entrepreneurs. Marcus Akenda revient sur les grandes lignes de ce document dans ce commentaire. Ce rappel à l'ordre est contenu dans une correspondance adressée au directeur général de la Gécamine SA et signée par le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, répondant principalement à une lettre de la Gécamine. Dans sa réaction, l'ARSP a mis en évidence les considérations suivantes. Premièrement, la Gécamine, en tant que société commerciale œuvrant dans les secteurs miniers, a pour objet social la prospection, la recherche et l'exploitation des gisements miniers, le traitement de substances minérales et leur commercialisation, et elle n'a aucune prérogative sur la sous-traitance. Deuxièmement, le protocole d'accord signé entre la Gécamine et TFM en date du 29 juin 2023 ne peut violer l'article 22 de la loi sur la sous-traitance. Aussi fait savoir l'ARSP, les deux actionnaires de TFM, à l'occurrence CEMOC et Gécamine, ne peuvent s'arranger pour confier des marchés de sous-traitance aux entreprises désignées par eux-mêmes. Troisièmement, l'ARSP n'a conclu aucun accord avec la Gécamine pour lui attribuer des prérogatives d'agir en matière de sous-traitance. En définitive, l'ARSP a exhorté la Gécamine, je cite, d'éviter de bloquer la réalisation de la vision du chef de l'État concernant l'accès des entrepreneurs congolais au marché jadis occupé par des entreprises sous-traitantes non éligibles. Fin de citation. Autre chose, c'est une première dans la fixation des prix des carburants terrestres. Dans la zone sud, dans la zone ouest, voulais-je dire, les prix sont revus à la baisse. Ceci intervient un mois après la révision à la hausse par le gouvernement congolais. Les détails dans ce reportage de Jean-Luc Tchani et Jules Kabamba. L'arrêté signé le 23 mai par l'ancien vice-premier ministre de l'économie nationale ad intérim du gouvernement Samalou Koundé fait ensuite au rapport de la sous-commission chargée de la finalisation des travaux relatifs aux préoccupations techniques soulevées lors de la réunion spéciale du comité de suivi des prix des produits pétroliers du 15 au 16 mai dernier. Dès lors, le litre d'essence qui coûtait 3 475 francs congolais est rabattu à 3 440 francs congolais. Le pétrole est passé de 2 900 francs congolais à 2 875 francs congolais. Les gasoils de 3 465 francs congolais à 3 435 francs congolais. Les FOMI de 2 085 francs congolais à 2021 francs congolais. Le taux d'échange a été maintenu à 2500 francs congolais pour $1. La zone ouest comprend les provinces de Kinshasa, de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi et de la Chuapa. Par ailleurs, dans la zone sud-est, les prix sont restés inchangés. Les litres d'essence à la pompe est
à 4 165 francs congolais, alors que celui du mazout se négocie à 4 395 francs congolais. La zone sud est constituée des provinces du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami, du Lualaba, de Sankuru et du Tanganyika. Place à présent à l'invité business. Il s'agit du professeur Didier Kilondonguya. Il est docteur en économie de développement et enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi. Avec lui, nous parlons des défis qui attendent Daniel Mukoko Samba, nouveau patron de l'économie nationale. Je vous prie de suivre l'entretien. Professeur Didier Kilondo, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, Daniel Mukoko Samba succède à Vital Kamerhe à l'économie nationale. Tout d'abord, c'est dans quel contexte socio-économique qu'il arrive à ce ministère stratégique du pays? Dans quel contexte socio-économique? C'est un contexte socio-économique peu reluisant. Peu reluisant parce que les indicateurs ne sont vraiment pas tout à fait appréciables. Alors, la situation économique n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne. Nous avons une économie qui est butée à des enjeux de vulnérabilité et à des défis de résilience. Vulnérabilité, pourquoi? Parce qu'il y a instabilité macroéconomique. La pression inflationniste qui était de 19,6% en 2022, non, qui est de 19,21% en 2023, alors qu'il était à 9% en 2022. Quand vous prenez le déficit du compte courant, qui était dans l'ordre de 8%, mais comparé à l'année 2022, c'était dans les 4%. Donc, en d'autres termes, il y a eu augmentation des déficits des comptes courants, alors que nous avons une économie vulnérable qui dépend de quoi? De l'exportation des matières premières. C'est vrai, la croissance est positive, on ne refuse pas. Mais la croissance à elle seule ne suffit pas pour relever le niveau du pays. Donc le pays a de sérieux problèmes économiques. Premièrement, l'instabilité macroéconomique qu'il faut chercher à assainir, les cadres macroéconomiques. Et deuxièmement, nous avons par rapport à cela la vulnérabilité par rapport au choc extérieur et au choc interne. Est-ce que tous ces éléments peuvent être considérés comme des défis qui l'attendent? Le défi majeur, c'est la vulnérabilité et la résilience. C'est ça les défis majeurs. Maintenant, pour la vulnérabilité, il y a d'abord les cadres macroéconomiques qu'il faut assainir. Quand on assainit les cadres macroéconomiques, on peut inciter des investissements étrangers. Ils peuvent venir parce que nous avons un sérieux problème. Hein. Nous avons un marché qui n'est pas étendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Pourquoi il n'y a pas d'investissement? Nous n'avons pas une épargne nationale qui peut se transformer en investissement. Donc, nous ne pouvons que attendre des investissements venant de l'étranger, en termes des IDE, investissements directs à l'étranger, ou encore, on peut, avec une politique promotionnelle, comme on le voit aujourd'hui avec des fonds de promotion des petites et moyennes entreprises, des fonds de promotion de l'industrie, on peut les renforcer, ces organismes-là, pour créer des entrepreneurs locaux, avec des financements, parce que c'est un grand problème aussi, la finance. Il faut régulariser la finance de certains projets pour créer de l'emploi. Vous avez parlé des préalables. Quels sont les préalables majeurs pour espérer relever ces défis? En économie, nous disons, faites-nous de la bonne politique, nous vous ferons de la bonne économie. Premier préalable, réhabilitation de l'autorité de l'État. Il faut que l'État redevienne l'État. Pour que l'État redevienne l'État, il faut que nous ayons un pays des droits. Pas un pays des droits qui devient un slogan, mais un pays des droits effectifs. Et le pays des droits passe par quoi? Par une bonne justice. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième préalable, les infrastructures. L'État doit construire des infrastructures, des routes. Troisième préalable, donc assainissement. Assainissement de l'environnement macroéconomique. Qu'est-ce que j'entends par assainissement? Premièrement, on a vu qu'ils ont quand même fourni certains efforts en créant ce qu'on appelle aujourd'hui des guichets uniques. Un investisseur qui arrive, il peut ouvrir son entreprise en 2 jours. Auparavant, c'était dans les 2-3 mois.
il y a eu quand même des efforts. Il faut renforcer ces efforts-là pour inciter, parce que le problème, c'est les investissements. Pour inciter les investissements, il faut assainir les cadres macroéconomiques. L'autre préalable qu'il faudrait, c'est la sécurité. Il faut qu'on fasse aussi un effort pour sécuriser d'abord les territoires. Guerre par-ci, guerre par-là, révolte par-ci, révolte par-là, aucun plan économique ne peut marcher. Parce qu'on sera obligé de temps en temps de se tourner vers des efforts de guerre plutôt que d'investir sur les secteurs qui sont classés prioritaires pour la relance de l'économie. Ce sont ces préalables-là. Lorsqu'ils sont réunis, maintenant on peut commencer par des investissements. Professeur Didier Kilondo, merci. Je vous en prie. Professeur Didier Kilondo, il est docteur en économie de développement et enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi. Dans la suite de votre magazine économique, nouveau protocole d'accord pour un investissement dans le projet de construction du barrage Inga signé entre le gouvernement et une firme nigériane. Sans résultat concret sur le terrain des contrats précédents, des analystes indépendants y voient les contraintes liées à l'émergence du secteur énergétique, véritable pilier pour le développement économique du pays. Nadia Niembo pour les explications. C'est le nouveau protocole d'accord pour un investissement dans les projets de construction du barrage Inga, signé entre le gouvernement et une firme nigérienne qui est la goutte qui fait déborder les vases. Sur le terrain, les contrats précédents n'auraient pas encore produit des résultats concrets. Plusieurs accords ont été signés, mais malheureusement, rien n'est concrétisé à ce jour. Alors moi, en tant que scientifique, je le comprends. Les accords se font sur le barrage de Inga. Ça, ce sont des très grands projets qu'on doit réaliser à moyen et à long terme. Pour moi, les solutions sont à court terme. Nous pouvons passer à d'autres choses, telles que le solaire, qui peut nous intéresser. Donc les accords sont là, mais nous attendons la concrétisation, mais ça prendra du temps. Y aller en ordre dispersé avec plusieurs accords serait un gâchis. Le mieux serait de mettre en application la politique énergétique qui existe déjà. La politique énergétique existe au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, mais il faut qu'il y ait une décision finale, qu'on arrive à prendre une décision et puis on arrive à concrétiser la décision qu'on a prise. Parce qu'on prend des décisions mais on ne les concrétise pas. C'est ça le problème que nous avons. Mais Dieu aidant, comme on vient d'avoir un nouveau gouvernement, j'espère que ça va aller de l'avant. L'émergence du secteur énergétique est possible, mais à condition de faire sauter certaines goulots d'étranglement, notamment assouplir l'administration et alléger les fiscs. Il faut que l'administration congolaise arrive à faciliter la tâche aux investisseurs et nous aurons de l'énergie dans ces pays. Pour moi, c'est ça. Notre administration est très lourde. Il faut qu'on arrive à alléger. À part ça, il y a les fiscs qui coincent les investisseurs de venir le faire dans notre pays. Récemment, soit en mai dernier, l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga avait signé un protocole d'accord avec une société nigérienne de gaz et de pétrole pour la construction de l'une des phases du barrage Grand Inga, alors que précédemment, il existe d'autres accords, à l'instar de l'accord de développement exclusif avec les consortiums sino-espagnols pour produire 11 050 MW en octobre 2018 et l'accord avec la firme australienne pour produire 40 000 MW. Autre chose, le pont Lubi reliant Mbujimayi à Kananga dans le territoire de Kabé à Kamwanga s'est effondré récemment au passage d'un véhicule surchargé en provenance de Kananga. Cette situation constitue non seulement un coup dur pour les échanges commerciaux entre les deux contrées, mais aussi un handicap pour la mobilité des personnes et de leurs biens dans cette partie de la République. Les détails avec Brigitte Massangila. Le pont Lubi, situé à 41 km à l'ouest de Mbujimayi, est un moyen de transport essentiel pour la connectivité économique entre les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï central. Avec l'effondrement de ces ponts, les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région sont mises à rude épreuve. Ces camions à l'origine de cet incident transportaient le maïs. Beaucoup de marchandises se sont retrouvées dans l'eau et d'autres sont charriées par les courants de cette rivière. La surcharge de ces véhicules, la non-maîtrise de l'engin et la vétusté du pont sont à la base de ces drames sur la route nationale numéro 1. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines,
mais seulement quelques personnes blessées qui ont été acheminées à l'hôpital de Kenankuna, chef-lieu du territoire des Kabea-Kamwanga, situé à 4 km du lieu des sinistres et à 45 km de Mbuji-Mayi. En outre, la région souffre également d'infrastructures de transport défaillantes, ce qui complique davantage les quotidiens des habitants de cette partie de la République. Les réseaux routiers de la province est en très mauvais état, comprenant 1318 km de routes d'intérêt national et 2202 km de routes d'intérêt provincial, ainsi que de routes des déserts agricoles. Le trafic est difficile sur la voie fluviale de près de 250 km. Celle-ci devrait pourtant permettre d'évacuer les produits agricoles forestiers vers Kinshasa et le sud du pays. La connectivité de cette région devrait figurer parmi les priorités du nouveau gouvernement, car le Kasaï oriental est caractérisé par une pauvreté accrue, avec près des 2/3 de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. L'agriculture de subsistance est la principale activité après l'exploitation minière et les commerces. Sans la présence des infrastructures routières adéquates, cette pauvreté ne fera que s'accentuer davantage. À l'étranger, l'Empire du Milieu, dans sa stratégie de dominer le monde, mise sur un soft power multilatéral, incluant le secteur bancaire qui ne cesse de faire d'une pierre deux coups en termes d'actifs financiers, justement. D'après un rapport axé sur les banques publié au mois de mai dernier, 4 banques chinoises occupent les premières positions avec Industrial and Commercial Bank of China en tête. Marcus Akunda pour le commentaire. Ces 4 géants chinois du secteur cumulent 21,400 milliards de dollars d'actifs, soit 7 fois le produit intérieur brut PIB de l'Afrique. La Banque industrielle et commerciale de Chine Ltd, avec des actifs de 6,303 milliards de dollars, a conservé sa place de plus grande banque du monde. L'Agricultural Bank of China Ltd a dépassé China Construction Bank Corp pour prendre la 2e place, ce qui constitue le seul changement aux 6 premières places par rapport à l'année dernière. Bank of China Ltd s'est classée 4e. La Banque agricole de Chine a enregistré une croissance de près de 14,5% en 2023 grâce à une stratégie nationale visant à bâtir un secteur agricole solide. La croissance des prêts de la China Construction Bank était de 12,6%. Les données de la National Financial Regulatory Administration renseignent tout de même que malgré un ralentissement du secteur immobilier, les actifs bancaires globaux de la Chine ont augmenté entre 9,6% et 11,1% en 2023, avant de se modérer à 8,9% en février 2024. BIFOA, avec des actifs de 3,180 milliards de dollars, reste la 6e plus grande banque au monde et la 2e aux États-Unis, derrière JP Morgan Chase & Co., qui reste la 5e banque au monde. Citigroup Inc. a chuté d'une place pour se retrouver à la 12e position, même si elle reste la 3e aux États-Unis, car elle a continué à vendre des actifs non essentiels dans le cadre d'une restructuration. 7 de 8 banques japonaises figurant sur la liste ont chuté dans le classement. La seule exception était Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. qui a conservé sa place au 13e rang. La société française BNP Paribas SA se classe 8e sur la liste avec 2,867 milliards de dollars d'actifs. Le Fonds monétaire international FMI s'attend cependant à ce que l'économie de la Chine continentale croisse de 4,6% en 2024, selon sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale publiée en avril 2024. Et puis 2 titres en bref et en images dans la suite de votre JT Business. D'abord, Doudou Roussel Fwamba Likunde Libotaï. C'est lui le nouveau ministre des Finances du premier gouvernement de Félix Tshisekedi pour ce second mandat. La liste de cette nouvelle équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Suminwa a été rendue publique tard dans la nuit du mardi 28 mai dernier. Le nouvel argentier national remplace à ce poste Nicolas Kazadi, cité justement dans une affaire de surfacturation des lampadaires. L'inspecteur des finances publiques, Fwamba Likunde, apporte une riche expérience et une solide expertise technique à ce poste stratégique
pour avoir été tour à tour directeur général adjoint en charge des questions techniques à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades en abrégé, assistant technique du directeur du Trésor et de l'ordonnancement au ministère des Finances, directeur financier du Fonds forestier national ainsi qu'administrateur au conseil d'administration de l'Office national du tourisme, ONT en abrégé. Et puis, Ivanhoe Mines a annoncé que le premier minerai a été introduit dans le concentrateur de phase 3 du complexe cuprifère de Kamoa-Kakula en RDC. Ce concentrateur de phase 3 augmente la capacité de production de cuivre de Kamoa-Kakula à plus de 600 000 tonnes par an, faisant de Kamoa-Kakula le 4e plus grand complexe minier de cuivre au monde. D'autres initiatives de croissance de Kamoa-Kakula sont en cours, notamment le projet 95, le désengorgement de la phase 3 ainsi que l'accélération potentielle de l'expansion de la phase 4. Les concentrateurs des phases 1 et 2 ont produit plus de 63 000 tonnes de cuivre depuis début avril, une amélioration significative résultant d'une meilleure stabilité de la puissance. Ceci nous permet de pouvoir parler de la tendance de prix des denrées alimentaires des grandes consommations à Lubumbashi, la semaine allant du 27 mai au 1er juin 2024. L'on constate une stabilité de prix. C'est ainsi qu'un carton de cuisse poulet se négocie entre 92 000 francs et 52 000 francs congolais selon le poids. Un carton de chinchard se négocie entre 159 000 francs congolais et 135 000 francs congolais. Un sac de farine de 25 kg se vend actuellement entre 50 et 52 000 francs congolais selon justement la qualité de la farine de maïs. Et puis un sac de riz de 25 kg se négocie à 79 000 francs congolais alors qu'un sac de sucre de 25 kg se vend actuellement à 100 000 francs congolais. Un sac de braise, lui, se négocie entre 15 et 21 000 francs congolais. Et enfin, un bidon de 5 litres d'huile végétale se vend à 25 000 francs congolais. Et puis à présent, voici la tendance des prix, des principales matières premières d'exportation sur le marché international. La semaine allant du 27 mai au 1er juin 2024, selon les données fournies par la commission de la mercuriale du ministère du Commerce extérieur, l'on note que le prix d'une tonne de cuivre connaît une hausse sur le marché international au cours de la période du 27 au 1er juin 2024 en se négociant à 10 556 $ la tonne. Outre le cuivre, indique la commission de la mercuriale, plusieurs autres produits miniers marchands connaissent une hausse de prix sur les marchés internationaux, notamment l'or, durant la période sous examen qui se négocie à 78 $ américains le gramme. Cependant, le cobalt, produit minier marchand, est en légère baisse des prix sur les marchés internationaux et se négocie à 27 438 $ américains la tonne, justement. Enfin, voici l'évolution du taux d'échange sur le segment officiel selon les données fournies par la Banque centrale du Congo la semaine du 27 mai au 1er juin 2024. $1 américain à l'achat, il équivaut à 2748 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2860 francs congolais. €1 à l'achat, il équivaut à 2983 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 3105 francs congolais. Un franc CFA équivaut à l'achat à 4 francs congolais, alors qu'à la vente, c'est la même valeur. Un kwacha zambien, 93 francs congolais à l'achat et 97 francs congolais à la vente. Et un rand sud-africain, 150 francs congolais à l'achat et 156 francs congolais à la vente. Madame, Messieurs, ce rendez-vous d'actualité essentiellement économique s'achève par ici. Merci de nous regarder. Restez avec nous.